Bienvenue dans le 9e épisode de podcast, le podcast de la WebBD. Je suis Jackpot. Et je suis Ia. Comment ça va, Ia ? Bah ça va, et toi ? Écoute, ça va très bien. Figure-toi que je me suis lancée dans un second webcomic. Allons donc, un second webcomic. Parce qu'un seul, c'était pas suffisant. Non, bah non, hein, évidemment. Non, donc voilà, depuis quelques mois maintenant, en plus de Joe, je fais Amour, Traction et Joint de Culasse, qui est le spin-off alternatif de Joe. Eh ben écoute, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement, voilà. Et c'est écrit par Pralinus, qui est un fidèle auditeur que nous saluons, qui est lui aussi lui-même auteur de son côté, dont on a déjà d'ailleurs recommandé chaudement certaines œuvres. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est le kiff, franchement. Franchement trop cool. On adore. Donc dans cet épisode, on va vous parler de décor et inévitablement, on va vous parler de perspective, voilà, malheureusement. Ne partez pas. Restez. Voilà, disclaimer, tout de suite, on va essayer de pas être imbitable en vous parlant de ça, parce que c'est très technique. Et le gros défaut, c'est que parler de perspective sans pouvoir montrer des images, c'est un petit peu casse-gueule, donc on va essayer de pas être trop complexe, quoi. Oui, mais on va aussi essayer de démystifier un peu ça pour vous donner des astuces si vous-même vous avez du mal à vous lancer ou que ça vous fait peur. On n'est pas là pour vous mettre la pression. Voilà, on n'est pas là pour vous mettre la pression, on est là pour essayer de vous faciliter la vie. Exactement. Et d'ailleurs, à propos de décor et de perspective, il y a l'un des premiers trucs qui m'a un peu retenu mon attention quand je commençais à vouloir faire de la BD dans ma folle jeunesse. C'était quand j'avais lu L'Art Invisible, dont on vous a déjà beaucoup parlé, donc le livre de Scott McCloud qui décortique bien comment toute la bande dessinée ça fonctionne en tant que média. Il y a un passage qui m'avait marqué, qui juxtaposait ce que faisait Hergé avec Tintin et ce que font les auteurs de manga la plupart du temps. Ce qui est une audacieuse comparaison. Oui, mais qui en fait prend tout son sens. En fait, il expliquait que les personnages, souvent, il n'y a pas besoin d'avoir trop de détails sur eux parce que c'est aux lecteurs et aux lectrices de se projeter dedans. Donc, moins un personnage est détaillé, plus il correspond à monsieur et madame tout le monde. Alors que l'univers, les décors, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus votre univers est détaillé, plus il est palpable, plus on se projette dedans. Donc, c'est une très bonne remarque. Oui, voilà, c'est évidemment pas utile pour tous les types d'histoires, mais c'est vrai que les décors, ça m'intéressait pas trop à l'époque, et ça a commencé à me faire prendre conscience un peu de... ça t'a tout de suite intéressé au sujet, cette vision. Intéressé non, parce que j'étais très réfractaire, mais je me suis dit, ah ouais, c'est pas con. Et j'ai commencé à comprendre davantage l'utilité des décors à ce moment-là. Très bien, écoute, du coup, Ia, raconte-nous, toi, comment tu procèdes dans tes décors dans Fangs and Fright. Eh bien, alors, justement, comme je le disais, moi, j'aime pas les décors. C'est vraiment... T'es donc coupable. Ouais, c'est très compliqué pour moi de trouver la motivation de faire des décors. Donc, moi, mon but personnel, quand je fais des décors, parce que j'ai pas encore réussi à trouver le déclic pour prendre du plaisir à le faire, si jamais vous l'avez, partagez-le avec moi, s'il vous plaît. Donc moi, mon truc, c'est essayer de faire en sorte que ce soit le moins pénible et le plus rapide possible. Et pendant longtemps, d'ailleurs, ça m'a bloquée. Je me sentais pas légitime à tenter de faire de la BD parce que je savais que mes décors, ils étaient pourris et que j'avais pas envie de faire d'efforts pour les améliorer. Et il m'a fallu atteindre un certain seuil à force de pratique, en fait. Moi, j'ai pu pratiquer les décors dans le cadre de mon travail de storyboard, mais si j'avais pas eu ça, il aurait fallu que je me botte les fesses pour le faire de moi-même. Mais voilà, à force de recopier des décors, de faire les mêmes décors sous tous les angles, en fait, ça a contribué à démystifier la complexité de la chose, parce que j'ai jamais réussi à passer par des cours de perspective hardcore. Et là, du coup, à force de faire, en fait, ça devenait un peu à moitié instinctif. Donc je dis pas que je sais faire de la bonne perspective, mais je dis que j'arrive à tricher et à faire croire que je sais faire de la bonne perspective. En fait, ton œil, t'as exercé ton œil. Ouais, c'est ça, j'ai exercé mon œil, j'arrive à faire des choses qui ont l'air cohérentes. Et c'est pas une énorme corvée comme ça pouvait l'être à l'époque où je comprenais pas, en fait. Parce que là, du coup, je sais à peu près où je vais, même si j'essaye pas de faire un truc nickel. Donc, une fois que j'avais atteint un niveau à peu près potable, même si pour moi c'était quand même
du bas de gamme, hein, je me suis dit non mais c'est bon, parce que si j'attends davantage, je vais jamais me lancer. Donc maintenant, je vais faire mes décors dans ma BD, et j'améliorerai mes décors en les faisant dans ma BD. Est-ce qu'il n'y a pas de meilleur moyen ? Exactement. Donc j'ai quand même attendu d'avoir un certain confort. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre ça, hein. Vous pouvez démarrer avec des décors que vous jugez honnêtement pourris, et puis ils s'amélioreront petit à petit, hein, c'est pas grave. Exactement. Vous êtes là pour vous entraîner. Donc voilà, comment je procède ? Alors je fais mes ROF donc au crayon, comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, et là c'est à peine esquissé. Ce qui est plus important pour moi à cette étape-là, c'est la compo générale. Et donc mes bonshommes, c'est des bonshommes patates, hein, juste savoir quelle place ils prennent à peu près dans la case, savoir quel va être aussi le placement des bulles à peu près à cette étape-là, parce que ça fait d'autant moins de décors à dessiner, par exemple. Toi, t'es plus maligne que moi. Ouais. Enfin, ça veut pas dire que je vais pas redessiner un minimum en dessous aussi, parce que moi aussi, des fois, plus tard, je me rends compte que j'ai besoin de bouger des trucs. Mais ça te donne une idée, voilà. déjà. Mais ça me permet déjà d'anticiper un peu, de savoir aussi... Donc à l'étape suivante, en fait, après mes ROF et mon placement de bulles, je passe au clean, et c'est là que vraiment je mets les détails dans mes décors. C'est là que je vais voir si j'ai besoin de faire des recherches, c'est là que je vais voir si j'ai besoin même de télécharger des modélisations libres d'accès sur SketchUp, qui est mon grand ami SketchUp, pour faire notamment des voitures, c'est génial. Ah oui, ouais. les voitures. Faut se faciliter la vie, hein. Et donc à cette étape du clean, c'est là que je trace un peu à la zob, hein, disons-le ainsi, parce que c'est comme ça que je le dis tout le temps. C'est là que je trace à la zob mes lignes de perspective, et que du coup c'est là que ça prend sa cohérence en fait. Et c'est là que je remanie un peu, c'est là que je décide du nombre de plans aussi, donc premier plan... tu hiérarchises ton espace je le hiérarchise à l'avance, parce que je vais pas coloriser exactement de la même façon selon les plans. Tout à fait, ouais. Parce que du coup, plus c'est loin, moins on le voit, moins il y a de détails, et généralement moins il y a de couleurs. Ouais. Donc ça te permet de voir tout de suite là où tu vas mettre plus d'efforts. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça, l'étape du clean, c'est l'étape où j'essaye d'organiser un maximum pour gagner du temps par la suite. Voilà. Absolument, bonne stratégie. Et donc ensuite, la colorisation, comme normalement j'ai préparé mes dossiers à l'avance et que j'ai mes gammes colorées préparées à l'avance, normalement ça va assez vite. Parce que les décors, en fait, ce qui est dur, c'est pas de les colorier, parce que ça, généralement, tu fais le tour et après tu utilises un seau, et tu repasses un petit peu quelques coups de pinceau par-ci par-là. Sauf si c'est des décors naturels, parce que là, je pensais aux décors de ville, où c'est un peu... c'est des cubes et des cubes et des cubes. Les décors naturels, je m'amuse un peu plus dessus, parce que je trouve ça plus sympa. Parce que, ouais, pour moi, le traitement est très différent entre la forêt et la ville. Parce que en forêt, il y a beaucoup moins besoin de réfléchir à la perspective, et du coup, je m'amuse davantage à qu'est-ce que je dessine, plutôt que comment je le dessine, si tu veux. Et puis je trouve que les plantes, c'est généralement plus sympa, et c'est aussi... si on fait une perspective qui est moins correcte, en fait, c'est beaucoup plus pardonnable. Ça se voit moins facilement. Absolument. Donc c'est pour ça aussi que je me prends moins la tête dessus. Les décors aussi, c'est les fonds de cases pour moi. C'est savoir décider s'il y a un truc abstrait derrière ton personnage. C'est décider... tu vas aussi décider de ne pas mettre du décor dans toutes les cases. Voilà, c'est ça. Le décor, c'est décider aussi quand est-ce qu'il n'y a pas besoin de décor. Absolument. Et me concernant, comme je cherche à tout prix à m'épargner cette étape le plus possible, il faut que je fasse très gaffe à ça. Et du coup, pour moi, les décors, j'en mets le plus possible dans la mesure où je pète pas un câble. Et il faut surtout que ça reste compréhensible par rapport au placement des personnages et des objets, s'il y a des objets importants. Je veux qu'on comprenne où on est. Et après, si pendant des conversations où il y a des champs contre champs ou des choses comme ça, le décor disparaît derrière et je réutilise juste la couleur, une gamme colorée avec un petit dégradé. Ouais, ça suffit. Voilà, ça me pose pas de problème. Mais il faut, avant de pouvoir utiliser donc ces trucs et astuces, avoir d'abord bien posé le décor et être certain que le lecteur n'est pas perdu. C'est ça, il faut quand même faire au moins une case avec un décor où les personnages sont dedans. Exactement. Et après tu peux t'en passer plus facilement. C'est ça. Et sinon, le grand pro tip pour pouvoir gagner du temps sur ces décors, c'est un truc qui au début donne la sensation qu'on perd du temps, mais en fait non. C'est de faire des plans en vue du dessus pour placer ces trucs. Ouais, des plans au sol, vraiment, de ta salle, comme de l'architecture, quoi. C'est ça. Bon, après, pas besoin forcément que ce soit hyper clean, hyper détaillé, mais juste pour nous-mêmes, quand on dessine, en fait,
souvent on a vraiment la tentation de dessiner les choses comme elles nous viennent et comme ça a l'air cool, et puis on se retrouve quelques cases ou quelques pages plus loin à se dire ah merde, mais du coup tel objet, maintenant je suis plus dans le même angle de vue, comment... La table a changé de place, elle Voilà. s'est téléportée. Comment je fais pour... etc. Et bah, c'est là que les plans en vue du dessus ils sont utiles, tu peux mieux visualiser comment les choses sont placées, quoi. Voilà, ça permet de créer un espace plus rigoureux, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est globalement comment je m'y prends. Et voilà, essayer de me prendre la tête le moins possible. C'est une bonne stratégie. Et toi alors, Eh ben, moi, comme toi, j'aime pas non plus le décor. On espère On se comprend, voilà. On espère que ça vous plaît d'entendre des gens qui n'aiment pas faire du décor vous parler de décor. Exactement. Et donc, j'étais encore plus radicale que toi. Moi, je me suis dit, je vais pas m'emmerder, je vais faire un webcomic qui se passe dans le désert, où il y a qu'un ranch, et j'aurai pas de décor à dessiner. Sauf que un jour, très rapidement, Soyuz a écrit elles vont en ville. Et donc voilà, là, je pouvais plus reculer. C'était trop tard. Donc, comment j'ai abordé ça ? Moi, j'ai une formation dans laquelle j'ai appris à utiliser un logiciel 3D qui s'appelle Maya. Et donc, comme j'avais toujours accès à ce logiciel et que je savais faire quelques trucs dessus assez rudimentaires, et très vite, j'ai modélisé mes décors dans Maya, mais vraiment rudimentaire. Hein. C'est-à-dire, je prends des cubes, je bouge les cubes les uns par rapport aux autres, c'est pas du tout de la modélisation professionnelle. Hein. Mais en fait, j'aime bien modéliser. Donc, je préfère modéliser un bâtiment avec des fenêtres que de les dessiner. Genre, très clairement, ça m'amuse vraiment beaucoup plus de faire ça. Donc même si c'est un process qui est un petit peu plus long de prime abord, c'est moins pénible, donc ça se compense. Et puis comme justement j'avais des décors qui étaient récurrents, enfin jusqu'à un certain point dans la bande dessinée, où tant qu'elles étaient au range, évidemment que je gagnais du temps. Si j'avais modélisé mon range, je pouvais le réutiliser à chaque strip. Oui, puis surtout tu pouvais absolument choisir n'importe quel angle de caméra dedans, c'est une certaine liberté. Voilà, c'était une optimisation dans la méthode. Oui, parce que voilà, en fait c'est dur d'imaginer un décor, mais une fois qu'il est là, il n'y a plus qu'à se servir dedans. Voilà. Donc quand même, je suis passée par beaucoup de documentation. J'ai fait vraiment des recherches. Comme c'est du western, j'ai regardé des photos, des films, tout ce que je pouvais trouver. Après, je vais analyser quand même un peu. C'est-à-dire que je vais regarder les photos et faire des petits croquis des choses dans la photo que je veux utiliser en les simplifiant un peu. Et pour me les approprier, pour que derrière, ce soit plus simple à redessiner ou à modéliser. Ensuite, comme toi, je fais des plans au sol pour les intérieurs, pour les villes, même Soyuz des fois, mais on m'en fait quand on arrive dans une ville. Je dis Soyuz, s'il te plaît, fais-moi un plan. C'est ce qu'elle fait gracieusement et je la remercie. Après aussi, la manière dont je l'aborde, un peu comme toi, je vais plus me baser sur mon découpage. Je vais faire d'abord mon découpage et ensuite je vais construire mon décor autour. S'ils arrivent dans un nouvel environnement, je vais d'abord faire les dessins qui me viennent et je vais construire le décor à partir de ça, plutôt que de me contraindre dans l'autre sens. Donc une fois que j'ai mon prédéc qui est validé, je vais carrément me faire des screenshots, enfin je me crée des JPEG avec les cases où il y a besoin d'un décor et je les utilise directement dans mon logiciel 3D. Je les projette, en fait je crée des caméras et je projette l'image dans la caméra, ça s'appelle une image plane. Et comme ça je peux bouger ma caméra en ayant ma case en fond en fait. Et du coup je peux voyager dans ma vue 3D et positionner ma caméra comme je veux pour que ce soit plus proche de mon intention dessinée. Donc ça c'est assez opti aussi. Je place aussi des gabarits de mes personnages. J'ai fait une petite modélisation de mes personnages très très rudimentaires où ils sont à l'échelle. C'est surtout ce qui m'importe, c'est l'échelle de taille entre eux et comme ça je peux les placer dans mon décor et je vais voir s'ils sont pas trop grands, trop petits, etc. Tu es beaucoup plus consciencieuse que moi quand même. C'est uniquement de l'optimisation mentale en fait, parce que si je le fais pas, je vais tellement mal que je préfère le faire et au moins je me pose plus de questions. Oui, si c'est pour t'éviter des nuits d'insomnie, je comprends. Voilà, exactement. Et encore une fois, c'est pas pénible pour moi. C'est un process, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, double effet qui se coule, comme on dit quand on est un petit peu vieux. Après, il y a une autre astuce que j'ai utilisée pour Joe, c'est le rendu des décors. C'est-à-dire que quand j'étais étudiante, je regardais un dessin animé de temps en temps à la télévision qui était Jackie Chan. L'adaptation des aventures de Jackie Chan. Je regardais aussi et j'aimais beaucoup ce dessin. Ouais, j'ai très peu de souvenirs, je sais pas du tout de quoi ça... Je me rappelle plus du tout de quoi ça parlait, mais ça m'avait vraiment marqué parce que le rendu des décors était particulier. C'est-à-dire qu'ils étaient... la couleur dépassait du trait. Il y avait le décor au trait et la couleur, elle était systématiquement à côté, c'était un parti pris. Et ça marchait super bien avec les personnages qui, eux, étaient classiques avec le trait et la couleur dedans, quoi.
Et je me suis dit, ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit que je pouvais essayer un contraste comme ça dans ma bande dessinée parce que ça ferait un peu cache-misère en fait sur mon absence d'intérêt et de skill pour le décor. Oui, plus le parti pris graphique est important, plus tu peux cacher Voilà, le fait que exactement. tu sais pas ce que tu fais. Les bonnes astuces de Tata JP et Tata IA. Et surtout que si je les dessinais au trait comme les personnages, il faudrait que j'y accorde autant d'importance que je dessine. Et comme j'aime beaucoup travailler mes personnages, il aurait fallu que je travaille aussi beaucoup mes décors. Et j'en avais pas envie, hein, très clairement, voilà. Donc je me suis dit, je vais tester ça. Et en plus de ça, j'avais découvert à ce moment-là des des brushes Photoshop qui ont rendu un peu craie texturée. Ouais. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais les utiliser pour mes décors. Donc voilà, je fais ça, je fais mes décors en aplat texturé. Ils sont pas du tout au trait. Et encore une fois, c'est moins pénible pour moi, parce que très clairement, au trait, au bout de 2 fenêtres et 3 cailloux, j'en peux plus. Alors que là, c'est vraiment, l'approche est différente et c'est moins pénible. Et donc, encore une fois, voilà, pourquoi s'en priver. Et pour ce qui est des paysages aussi désertiques, parce que j'ai 2 types de décors dans Joe, j'ai les décors urbains ou intérieurs et les décors naturels extérieurs. Là encore, je vais m'inspirer un peu de ce qu'on voit beaucoup en dessin animé. C'est un parti pris qui est très graphique pour le coup, où ça rappelle un peu, je sais pas si vous visualisez les dioramas en papier découpé, ces espèces de petites maquettes où il y a du papier découpé qui crée dans la profondeur plusieurs plans d'une illustration. Ouais, et puis souvent il y a une petite loupiote dans le fond pour avoir ça rend des trucs super jolis. C'est très joli, oui. Et bah, c'est un peu ça que j'utilise dans ma tête pour faire mes décors de désert, quoi. Je vais faire 3 zones de sol les unes derrière les autres en dégradant la valeur en fonction de l'éloignement. Et ça donne un rendu stylisé pour pas cher et ça prend pas trop la tête. Donc je fais ça vraiment, c'est hyper basique en général. Il y a vraiment 3 zones de sol, pas plus. Après c'est le ciel. Et après faut faire des buissons. Bon bah ça c'est, on va pas se mentir, il faut faire beaucoup de buissons. Là je suis un peu différente de toi à ce niveau-là. J'ai remarqué que finalement je m'ennuyais moins à dessiner des fenêtres qu'à dessiner des buissons. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, je suis pas hyper fan de dessiner la végétation. Mais bon, faut le faire quand même, donc on le fait. C'est peut-être que tes buissons, ils sont nazes. Je sais pas, il y en a peut-être trop, j'en sais rien. Peut-être. Et donc pour mon second webcomic, puisque maintenant j'ai un second webcomic, là l'approche est différente, puisque justement le rendu, c'est pas le même rendu sur Amour Traction Joint de Culasse, j'ai choisi un rendu beaucoup plus rapide que sur Joe. Et du coup les décors je les fais au trait, contrairement à Joe. Et donc là j'ai une approche un peu différente, j'essaye un petit peu comme toi de chercher qu'est-ce que je peux faire de minimum, c'est-à-dire à quel moment je peux m'arrêter et vraiment rien dessiner de plus et le décor est quand même narrativement correct, c'est-à-dire qu'on sait où on est. Donc si par exemple il y a un mur derrière les personnages, je vais juste foutre un bout de fenêtre dans un coin, c'est bon, c'est qu'il y a un mur, quoi, par exemple. Donc j'ai une approche qui est beaucoup plus schématique en fait et narrative surtout. Et par ailleurs, je n'hésite jamais à aller sur mon ami Google Earth ou même prendre des photos dans ma rue et carrément les utiliser pour les redécalquer. Voilà, j'ai vraiment aucun scrupule. J'ai aussi beaucoup pris de photos sur le site d'Ikea. Il y a beaucoup de décors qui sont vraiment des photos Ikea où j'ai décalqué la table, la fenêtre et puis j'ai rajouté des cadres. J'ai personnalisé un peu le décor en fonction du personnage aussi, ça m'aide un petit peu. Par exemple, Joe, elle est garagiste, alors je mets des voitures dans les cadres, quoi, voilà. Et on sait qu'on est chez Joe. Voilà, donc c'est cette approche-là où j'essaye vraiment le minimum et le schématique et le narratif, c'est vraiment mon leitmotiv. En accomplir le plus possible narrativement avec le moins d'efforts. Exactement, IA. Exactement. Donc voilà, c'était mon process. Du coup, donc on va maintenant vous faire comme à notre accoutumée, notre petit débrief général. Donc IA, je te laisse l'antenne. Eh bien, merci beaucoup pour cette antenne. Alors, en termes de... Donc vous aurez compris que nous, en termes de décor, on n'est pas fan. Et moi, me concernant, donc je sais pas si c'était ton cas aussi, JP, mais j'avais peur de faire des décors. T'avais peur aussi, bon. Ouais, les décors, c'est intimidant. Et je pense qu'on est vraiment clairement pas seul dans cette catégorie. Je pense a priori, vous êtes possiblement un certain nombre à nous écouter, à être dans ce cas-là. Et donc, essayons un petit peu de nous attaquer à cette peur des décors. Alors, ça bloque beaucoup de gens pour commencer, mais déjà, selon ce que vous voulez raconter ou votre style, en fait, vous n'en avez pas forcément besoin, ou alors vous n'en avez pas forcément besoin avec beaucoup de détails. Si, par exemple, je pensais à un moment,
il y avait Lewis Trondheim, je crois, qui faisait des strips en 4 cases avec un petit personnage qui était genre une boule, et il avait, je crois, c'était bien le diable s'il y avait des objets dans le décor, et sinon les cases c'était des cases blanches, il me semble. Ça fonctionnait quand même. Voilà, et ça fonctionnait quand même parce que le propos... C'était plus dans le dialogue. Bon. Bah je crois, je sais plus si c'était dans le dialogue, mais si ça se trouve j'invente et j'ai complètement oublié, et c'était pas Lewis Trondheim ou quoi que ce soit, je sais plus, mais le fait est que c'était des petits trucs un peu cartoon qui étaient en 4 cases, et du coup il n'y avait pas besoin en fait de plus que ce qui servait le gag dans ces cases-là, enfin à chaque strip. Donc si vous partez sur quelque chose de ce genre-là, ou si vous partez sur quelque chose d'onirique où vous avez besoin que de trucs abstraits dans le fond, vous n'avez pas besoin de vous poser toutes les questions qu'on aborde là. Pourquoi vous nous écoutez? Non, il continue d'écouter. Ou alors sinon, si vous avez besoin de très peu de décors, déjà, vous pouvez les copier-coller, vous pouvez les modifier très légèrement. Mon téléphone a fait bip bip, peut-être l'avez-vous entendu. Peut-être que aussi vous pouvez juste suggérer des détails. Si vous avez un mur, vous mettez juste un bord de fenêtre à un endroit, ou alors vous mettez 3 briques en fond. Ouais, absolument. Et en fait, voilà, c'est de l'économie. Vous n'avez pas besoin de vous casser trop la tête si vous avez pas un propos à servir qui nécessite ça. Ensuite, il y a des outils pour vous aider, on en a évoqué quelques-uns. Donc on a évoqué SketchUp et Maya pour faire de la construction 3D. SketchUp, ce qu'il y a de bien, c'est que je crois que c'est toujours le cas, hein, il me semble, ça fait longtemps que je suis pas allée me mettre à jour, mais il me semble que le logiciel est gratuit, et surtout la bibliothèque de modélisation 3D, elle est gratuite, elle est open source, vous pouvez récupérer ce que les gens mettent à disposition gratuitement, et vous pouvez aussi contribuer si jamais vous faites des modélisations 3D. Donc moi c'est là que je récupère les bagnoles et les flingues, parce que c'est super relou, voilà, c'est super relou à dessiner. J'ai trouvé une belle diligence, voilà, la diligence dans le jeu, c'est pas moi qui l'ai dessinée, hein, c'est un modèle SketchUp. Donc aussi dans les logiciels de dessin, il y a des outils qui sont déjà intégrés, on vous en reparlera un petit peu plus tard dans... Ouais, si vous dessinez numériquement, de toute façon, il y a beaucoup d'outils qui vont vous aider. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider, donc si vous voulez vraiment vous entraîner à faire de la perspective pure et dure, il y a aussi moyen de faire ça. Bon, après, de toute façon, pour s'améliorer et trouver la façon la plus efficace et la moins énergivore de faire des décors, faut que vous vous imitiez pour en faire et pour que votre style s'adapte. Et... ça va se faire empiriquement, comme le dessin de manière générale, voilà. De toute façon. Et remettons aussi un peu les points sur les i, quelque part. Le décor, ça reste un outil narratif. Ça servira votre propos dans votre histoire, donc si vous pouvez vous permettre d'y apporter de l'attention, c'est vraiment cool. Parce que vous pouvez raconter beaucoup de choses avec un dessin de décor. Et là, par exemple, je pensais à Blanche-Neige de Disney, donc, qui n'est pas un chef-d'œuvre pour rien, n'est-ce pas? Et notamment, il y a ce passage qui, je pense, a marqué beaucoup de monde, c'est quand Blanche-Neige part dans la forêt et qu'elle est morte de trouille, et que la forêt apparaît avec comme un monstre. Où les arbres deviennent, ils ont des yeux, les arbres ont des yeux, hyper menaçants. L'atmosphère colorée change aussi, ça devient un peu plus abstrait, un peu plus flou. Et en fait, c'est pas pour dire que la forêt, elle a des yeux et qu'elle est monstrueuse, c'est pour dire que Blanche-Neige a peur et est terrorisée, et voit... sa vision est distordue. Et ça, c'est quelque chose qui est passé strictement par le décor. Enfin, ça passe aussi par l'animation de Blanche-Neige un peu, mais le dessin du décor raconte quelque chose sur l'état émotionnel du personnage. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être accompli s'il n'y avait pas eu de décor. Et non seulement ça permet... par exemple, ça permet de raconter quelque chose. Ça permet de raconter quelque chose, là en l'occurrence avec un contraste entre comment le décor est dessiné d'habitude et un moment émotionnel chargé, mais aussi ça peut aider votre caractérisation des personnages et votre caractérisation de l'univers, avec, par exemple pour les personnages, c'est juste l'espace de leur chambre, qu'est-ce qu'il y a comme objet autour d'eux. Leur intérieur, s'ils ont un endroit où ils vivent, c'est très intéressant de se dire, ce personnage, je connais bien mon personnage, je connais bien ce qu'il aime, etc. Donc, du coup, comment est-ce que ça va se répercuter sur son environnement de vie ? Ouais, comment est-ce qu'il vit, quoi ? Qu'est-ce que ça dit sur lui ? Au lieu de dessiner juste un décor, vous commencez à vous raconter une histoire, en fait, qui est en rapport avec votre personnage, et ça rend le décor plus intéressant à dessiner, tout simplement. En tout cas, ça le rend plus intéressant à regarder, parce qu'on comprend des choses sur votre personnage en le regardant. Moi, j'ai toujours pas réussi à trouver ça sympa à dessiner. Ça viendra, Guilla, je te promets. Peut-être que ça viendra.
Et la caractérisation de l'univers aussi, ça joue parce que ça peut raconter des choses qui sont pas expliquées dans le lore ou... Que vous dites pas que, par exemple, si vous avez un webcomic avec un univers fantastique, vraiment très différent, qui est pas du tout contemporain, etc., de la fantasy, tout ça, bah là, votre décor, il va raconter justement beaucoup de choses que vous avez pas forcément le temps de dire dans votre histoire. Que vous voulez pas mettre des pavés de texte qui expliquent tout votre univers, mais par contre, un dessin de décor, bah, implicitement, ça va raconter le niveau de technologie, comment ils vivent, bah, je pense au Seigneur des Anneaux, en fait. Tu regardes le décor de la comté, ça te raconte comment vivent les hobbits, tu regardes le décor des Foncombes chez les elfes, enfin c'est totalement différent, donc c'est extrêmement narratif. Ouais, on avait discuté un moment des Mad Max, et justement aussi, ouais. ça me fait penser dans un passage de Fury Road, donc les personnages parlent de cette oasis, la terre verte aux innombrables mers. Exactement, où ils veulent se rendre, et en fait, si on est attentif, on comprend avant les personnages qu'ils y sont parce qu'il y a un arbre mort. Ouais. Et c'est ça, c'est tout ce qui reste de l'oasis, et ça passe du coup, après ils le comprennent eux-mêmes, mais ça passe juste par le décor. C'est un truc qu'on peut percuter en tant que spectateur, et c'est poignant de se dire leur quête est vouée à l'échec. Ouais. Voilà, donc et Mad Max, les décors de Mad Max racontent beaucoup de choses aussi, encore une fois, puisque c'est un univers post-apocalyptique, donc tout ce qui, quand on voit les constructions faites de briques et de broc avec tout ce qui reste de l'ancien monde, etc., c'est des choses que les personnages racontent pas dans l'histoire, mais par le décor on le comprend. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est pas que des trucs pénibles à dessiner, c'est quelque chose qui va vous aider à raconter votre histoire. Tout à fait. Donc maintenant je vais endosser mon costume de mère fouettarde et je vais vous parler de perspective parce qu'on est un petit peu obligé. Voilà, si vous avez, encore une fois, ça dépend de votre histoire, si tout se passe dans la nature, vous allez a priori pas trop avoir besoin de perspective, encore que. Car la perspective, qu'est-ce que c'est ? La perspective, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de représenter un espace en 3 dimensions dans une image qui est donc plate. Donc en gros, c'est de la triche visuelle, c'est vraiment de l'optique. Et là où c'est un petit peu... il faut être quand même conscient, ce dont il faut être conscient, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas d'architecture ou de bâtiment que vous n'avez pas de perspective. Il y a littéralement de la perspective tout le temps. Même quand vous dessinez un personnage, il est en perspective, puisque c'est quelque chose en 3 dimensions, a priori. Bon, ça dépend de votre style encore une fois, mais de manière générale, vous dessinez quelque chose qui est en volume, donc vous utilisez instinctivement, sans même le savoir, de la perspective. Et donc déjà, si vous mettez rien que deux personnages dans votre case, eh ben, il y a une perspective qui va s'en dégager. Instinctivement, vous avez créé un espace, vous avez mis 2 personnages l'un par rapport à l'autre, donc vous avez de la perspective, même si vous ne le savez pas. Et donc la clé de voûte de ça, la première chose que vous devez essayer de comprendre vraiment par rapport à ça, c'est le placement de votre ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon, qu'est-ce que c'est ? C'est la démarcation entre le sol et le ciel, ça correspond au niveau de votre regard. C'est vraiment une ligne horizontale, hein, littéralement, il n'y a pas de ligne d'horizon courbe ou quoi, c'est une ligne horizontale. Enfin, courbe, bon. Si vous voulez faire un effet de style, mais voilà. Si vous êtes débutant, on vous déconseille de commencer par là. Voilà, commencez pas par des fichailles, ça va être compliqué. Mais juste une ligne horizontale, si vous avez mis vos 2 personnages et que vous cherchez où placer cette ligne horizontale, ça va déjà vous aider à comprendre l'espace que vous voulez représenter. En fait. Et ça, c'est littéralement comment je commence mes roughs et mes cleans dans Fangs and Frights. C'est mes bons hommes sont placés, donc ils sont patates ou ils commencent à être un peu plus détaillés, et la ligne d'horizon, c'est ce qui vient juste avant ou juste après selon comment je fais ma compo, mais pour moi c'est les 2 éléments qu'il faut que je positionne en premier pour pouvoir justement les régler l'un par rapport à l'autre. Et donc ça demande un peu de rééquilibrage si besoin, mais vraiment la ligne d'horizon, elle est primordiale, elle détermine le point de vue du spectateur, et selon si vous la mettez basse ou haute, en fait, c'est ça qui vous permet aussi de choisir si vous avez des plongées ou des contre-plongées. Donc si vous avez l'impression que les plongées ou les contre-plongées c'est difficile, ça l'est pas tant que ça. Non, commencez par tracer une ligne horizontale, voilà. En fait, c'est déjà ça, c'est votre ligne d'horizon, elle va déjà indiquer ça. Et après, oui, bon, d'accord, si vous avez un personnage complètement en vue de plongée, faut savoir faire les raccourcis pour dessiner ça correctement, mais déjà... vous visualisez votre espace. Voilà, déjà vous visualisez votre espace avec ça. Et donc, bon, globalement, donc là encore une fois, je vais essayer de pas être trop technique parce que à expliquer sans image concrètement, c'est mission impossible, je pense. Donc, je vais juste vous citer les 3 types de perspectives principaux qui existent. Donc, la perspective linéaire, donc c'est celle qui passe par le dessin. Donc, vous avez la perspective à un point de fuite. Donc, je pense qu'à peu près tout le monde voit ce que c'est. Vous avez une ligne d'horizon et vous avez un point au milieu et toutes les fuyantes, toutes les horizontales fuient vers ce point. Ça fait une espèce d'étoile en fait.
votre point de fuite. Enfin, donc ça, c'est assez classique, on voit à peu près assez facilement à quoi ça représente. Là où ça se complexifie, c'est quand on commence à mettre 2 points de fuite. Donc là, les points de fuite ne sont plus dans l'image, en fait, ils sont à l'extérieur. Donc peut-être que vous avez en tête cette entreprise extrêmement pénible qui consiste à utiliser des règles extrêmement longues, à scotcher des feuilles sur les côtés de vos feuilles pour pouvoir atteindre votre point de fuite. On a fait ça, on est passé par là. On a été un peu trauma. Ouais, alors bon, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la peine de faire ça. Mais il faut savoir que ça existe, il faut connaître le principe. Donc les 2 points de fuite, donc vous avez 2 points de fuite de part et d'autre de votre image, ils ne sont pas dans l'image, et donc du coup vous avez des fuyantes vraiment des 2 côtés. Et enfin, le plus complexe, c'est là 3 points de fuite. Donc là, c'est quand on arrive sur des vues en plongée ou en contre-plongée, là, c'est les verticales qui vont commencer à fuir elles aussi vers un point. Qui va être, du coup, lui, il va pas être sur la ligne d'horizon, logiquement, il va être au-dessus ou en dessous, très très loin. Mais ça va donner des perspectives encore un petit peu plus réalistes. Parce que concrètement, dans notre vision, on a tout le temps 3 points de fuite. En fait, on s'en rend pas compte, mais concrètement, c'est ça. Mais la plupart du temps, là, 2 points de fuite, avec des fuyantes pour les horizontales et les verticales parallèles, ça fait le job. Voilà. Mais encore une fois, l'important dans la perspective, c'est pas que toutes vos fuyantes elles rejoignent le point de fuite au poil de cul près, parce que, comme on vous l'a dit, c'est déjà pénible à faire, donc personne n'ira vérifier ça, rassurez-vous, personne n'a assez de temps à perdre dans sa vie, du moins je l'espère. À part les profs de perspective. Voilà, et encore. Ce qui est important, c'est que le principe visuel de la perspective, vous l'ayez compris, et que votre perspective soit cohérente. C'est pas la précision qui compte, c'est la cohérence. Et tu parlais de professeur de perspective, mais moi j'ai eu un prof qui était très intéressant, parce qu'il nous a fait faire des exercices de perspective à main levée. C'est-à-dire, il nous disait justement, faites une perspective à 2 points de fuite, mais n'utilisez pas les feuilles qu'on colle et la règle pour trouver la fuyante. Et il nous avait donné quelques tips un petit peu, mais surtout, construisez-les à main levée. Et il faut juste que ce soit cohérent, encore une fois. Ouais, tu regardes l'image finale et tu te dis pas, il y a un truc qui cloche. C'est ça. Voilà, qu'il n'y a pas un cube qui est au-dessus de la ligne d'horizon et qu'il n'a pas l'air du tout dans le même espace que le reste, par exemple. En plus, à titre personnel, je trouve que souvent, encore une fois selon les styles des gens, mais souvent, quand c'est des perspectives ou juste des lignes tracées à main levée, c'est un peu plus de vie. Aussi, ouais. Que quand c'est toujours un petit peu aseptisé quand c'est fait à la règle. Ouais, complètement. Donc ça, c'est les techniques, grosso modo, de perspective linéaire. Mais ensuite, il y a la perspective atmosphérique. Alors, la perspective atmosphérique, c'est davantage utilisé pour les décors naturels. Bien que ce soit pas exclu dans une ville où il y a pas mal concrètement, de plans, on peut l'utiliser partout, mais c'est ce qui va vous servir à représenter l'espace quand vous n'avez pas de bâtiment, en fait. Oui. Alors, la perspective atmosphérique, qu'est-ce que c'est ? C'est une perspective qui est basée davantage sur niveau de détail, contraste et aussi un peu couleur. Voilà. Si vous faites saturation de la couleur. Donc on diminue les niveaux de détail et de contraste en s'éloignant dans la profondeur. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est on fonctionne par plan. Donc c'est pour ça que moi je disais que dans Franks and Fright je fais très attention au nombre de plans que j'ai, parce que justement j'applique un peu ce principe-là de perspective atmosphérique un peu à ma sauce, parce que il y a davantage de règles. Par exemple, je crois, je m'en souviens super mal, mais c'est l'exemple typique, c'est si tu regardes une chaîne de montagnes, collines, plus ça part loin, plus ça devient un peu de la même couleur que le ciel. Ouais, ça s'estompe, on a l'impression que ça se fond dans le ciel. Exactement. Donc moi j'ai repris cette idée de se fondre dans le ciel, sauf que mes décors ils se passent de nuit, et j'ai pas eu envie de me renseigner sur comment appliquer la perspective atmosphérique la nuit. Oui, parce que la nuit c'est compliqué aussi. Oui, voilà, donc OSEF, je voulais juste faire un truc qui soit un peu joli et qui soit pas trop chiant à faire. Et du coup, la façon dont je m'y prends, moi, c'est que mes niveaux d'arbres, du coup, je leur fais effectivement de moins en moins de détails. J'essaye de pas faire trop d'arrière-plan, c'est-à-dire j'ai mon plan où il y a mes arbres principaux, généralement c'est le décor principal, là où vont évoluer mes personnages. Ensuite, je vais avoir un autre plan d'arbres parce que les forêts s'étouffent, donc il faut quand même un peu étoffer. Et généralement, ce que je fais là, c'est que je mets un peu moins de détails et que j'applique un petit filtre qui sera de la couleur de mon ciel, qui est aussi généralement la couleur de mes ombrages, parce que j'essaye d'économiser mes gammes de couleurs et d'homogénéiser tout ça. Donc déjà, ils ont l'air un peu plus fondus dans le décor. Et ensuite, et ça c'est généralement ma dernière ligne d'arbres, c'est juste une silhouette, non ? C'est ça, c'est juste une silhouette dans le lointain pour dire il y en a encore, voilà. Mais on ne les voit plus. Et ceux-là, ce que je leur applique, c'est un effet de dégradé avec la couleur du ciel. Donc à la base, ils sont plus foncés pour se détacher,
et plus on avance vers le haut, plus ils sont transparents. D'accord. Mais ils sont pas non plus entièrement transparents, hein, mais du coup ça fait un effet comme ça où... Bah, ça crée un espace, en Voilà, fait, crée de la ça profondeur. crée un espace et ça, c'est... Après, c'est une question de choix de style aussi. Moi, je trouvais ça joli comme ça parce que j'avais fait plusieurs tests avant de me décider. Donc, en fait, l'important, c'est... vous pouvez prendre des libertés un petit peu, comme moi je le fais, si ça colle avec votre graphisme. L'important, c'est que pour les différents plans de votre atmosphère, si vous utilisez la perspective atmosphérique, si vous restiez cohérent, en fait. Ouais, c'est-à-dire si dans, votre premier plan est... Bah, par exemple, moi, ce que je fais souvent dans Amour, Traction et Joie de Culasse notamment, c'est que s'il y a des personnages qui sont devant, qui sont vraiment près de nous et qui regardent quelque chose qui est plus loin, je vais les colorier en gris. Mm. Donc ça, bon, moi, c'est très dans Amour, Traction et Joie de Culasse, j'ai que en gris ou en blanc, enfin, donc j'ai pas de niveau à ce... de, comment dire, de trucs à régler à ce niveau-là, mais si vous faites un truc plus travaillé comme toi, où il y a de la couleur, bah, si votre premier plan est foncé, mécaniquement, tous les plans qui s'éloignent devront être plus clairs. Vous Voilà. pouvez pas faire un plan qui est plus foncé s'il est plus loin. C'est un peu ça, il faut vous caler là-dessus. Vous vous dites, bah là, mon premier plan, c'est ce qui est le plus foncé, plus détaillé, et je vais que dans un sens. En fait, c'est ça, il faut que vous faites vos tests, et ensuite, à partir de ce que vous trouvez le plus sympa, Vous mettez de la cohérence. voilà, vous mettez de la cohérence, vous choisissez quelles règles vous suivez. Exactement. Et pour la nuit, moi, ce que j'ai récemment un petit peu débroussaillé, enfin, j'ai l'impression que ça fonctionne pas mal, c'est de faire l'inverse, en fait, c'est-à-dire pour mes décors de nuit, là, en ce moment, dans Joe, j'ai une scène qui se passe de nuit, et bah, je fais l'inverse, c'est-à-dire que plus c'est loin, plus c'est sombre. Bah, c'est ce que j'ai Voilà, fait aussi. exactement. Moi, Et du coup, je Pendant vais, Choice, ouais. je vais éclairer plus les premiers plans. Et donc, du coup, je peux plus faire mon système de griser le personnage qu'en premier plan. Je fais plutôt l'inverse, quoi. Moi, ça dépend parce que pour mes tout premiers plans, si c'est vraiment genre collé à la caméra et que je Oui, veux que il y a ça. l'espace devant, enfin l'espace où mes personnages évoluent, du coup, bah, il se voit bien, automatiquement, le tout premier plan avec une branche d'arbre qui est devant, ça va être plus foncé. Ouais, c'est vrai. Ensuite, ça va être plus clair et après, je vais de nouveau partir dans plus en plus foncé. Mais ça, c'est un cas, c'est pas une exception à proprement parler, mais c'est un cas spécial. Ouais. C'est dans l'intérêt de est-ce que ça sert la composition. Faut que ce soit ça aide la lisibilité. Voilà, aussi, est-ce que ça aide la lisibilité. Et là, en l'occurrence, si j'ai des trucs au premier plan qui aident à encadrer l'espace où se déroule l'action, je trouve que c'est justifié. Pourquoi se priver Voilà. Encore une fois, c'est de la triche. Voilà. Donc voilà, sur la perspective, pensez surtout cohérence. Et je ne résiste pas à l'envie de vous citer, enfin de vous raconter un passage de Father Ted que j'aime énormément. Qui Avec les vaches. Donc en gros la perspective, donc vous avez expliqué tout ça, mais simplement pensez tout simplement qu'est-ce qui est plus près de moi, qu'est-ce qui est plus loin. Tout simplement rien que vous posez cette question là, ça vous aidera. Et donc dans Father Ted à un moment donné, alors Father Ted c'est une série anglaise extrêmement drôle avec des années 90 je crois. Ouais, c'est ça, c'est avec des curés qui sont sur une île et qui sont tous plus bracassés les uns que les autres. Exactement, qui sont complètement stupides. Et donc Father Ted le héros explique à Father Dougal, son co-prêtre, je sais pas comment dire. Enfin voilà, ils sont trois prêtres qui vivent là, et donc il explique à l'autre qui est un petit peu simplet, on va dire. Il lui montre des petites vaches Des figurines, de vaches, et il explique regarde Dougal, celles-ci sont petites. Après il me désigne la fenêtre, il dit celles-ci sont très très loin. Et l'autre il le regarde, je comprends pas. Ça me fait beaucoup rire, mais techniquement il explique ce qu'est la perspective en fait. Donc voilà, c'était le. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais plus les choses sont éloignées, plus vous devez les dessiner petites. Voilà. Voilà, on est ici pour enfoncer les portes ouvertes. Oui. C'est notre devise à podcast. Non, mais n'empêche, tu dessines de plus en plus petit, tu dessines de moins en moins détaillé, tu dessines avec de moins en moins de couleurs, de saturation, ce que tu as décidé. Ben, vous avez déjà la perspective. Hein. Exactement. Du coup, maintenant, on va essayer de vous donner quelques petits exercices et astuces, parce que vous nous connaissez. On aime bien vous faciliter la vie. Donc déjà, si vous voulez vous exercer un petit peu à tout ce qu'on vient de vous dire, à exercer votre œil vraiment à comprendre la perspective. La perspective, il y a vraiment un palier de compréhension. C'est soit vous y comprenez rien, soit vous avez tout compris, en gros. C'est vraiment... Parce que c'est simple, c'est vraiment simple. Une fois qu'on l'a compris, on se dit mais pourquoi j'avais pas compris avant ? Et après, il n'y a plus besoin de l'expliquer, quoi. Vous l'avez compris, quoi. Donc, l'exercice que je vous propose, c'est de tracer sur une ligne d'horizon. Donc, vous tracez une horizontale dans votre feuille. Et ensuite, vous essayez de dessiner des cubes par rapport à cette ligne d'horizon. Donc, je vous parle même pas de fuyante, je vous parle même pas de point de fuite. On oublie ça. Juste, vous dessinez des cubes en imaginant que cette ligne horizontale, c'est la démarcation entre le sol et le ciel. Et déjà, ça devrait vous aider à comprendre un petit peu comment l'espace fonctionne.
Et je pense que c'est pas trop compliqué, pas trop taxant, donc vous pouvez essayer de faire ça. Et puis surtout si vos premiers tests vous loupez, mais c'est pas très long de refaire des cubes, donc Exactement. Vous pouvez tester à l'infini. Donc déjà, ça peut peut-être vous aider à comprendre le bousin. Après, ce qui peut vous aider, c'est de dessiner vos personnages dans des photos. Tout simplement, vous prenez n'importe quoi, votre salon en photo, vous prenez une photo sur le site d'Ikea, que sais-je, et essayez de mettre vos personnages dedans. Parce que ça va vous aider à visualiser vos personnages dans un espace. Parce que ça, c'est aussi très important. Encore une fois, on disait, c'est pas parce qu'il n'y a pas de décor qu'il n'y a pas de perspective. Mais voilà, je pense que ça vous aidera aussi à comprendre de quelle façon la perspective va impacter votre façon de dessiner le personnage. On a aussi parlé de la caractérisation. Oui, du coup, vous pouvez, si ça vous botte, parce que ça peut être un peu motivant comme idée, vous pouvez faire vous-même cet exercice de caractérisation et dessiner la chambre de votre personnage ou son salon. Lieu de vie principal, voilà. Voilà, mais sans votre personnage du coup, ou en tout cas vous le rajoutez après. Ouais, c'est intéressant. Mais comme ça, juste d'essayer d'en dire un maximum sur votre personnage à travers son espace de vie. Donc ça va beaucoup passer par ce qu'on appelle nous on appelle ça avec notre jargon les props, mais en gros c'est les accessoires. Ouais. Mais c'est vrai que rajouter des accessoires dans un décor, c'est aussi quelque chose qui démystifie le décor, qui le rend plus intéressant, je trouve, à aborder, moins chiant. Tout de suite, vous allez vous raconter des histoires en fait avec ce décor, et ça va être plus sympa, je pense, à faire. Et autre astuce issue de nos professions qu'on peut vous donner, qui, moi je pense que c'est l'un des trucs qui a le plus contribué à me démystifier un peu tout ça, c'est de dessiner des grilles à l'œil, strictement à l'œil, donc sans votre règle, avec juste un crayon à main levée, au sol et au plafond. Donc vous avez votre ligne d'horizon, et en fait vous faites une grille, donc comme je dis à chaque fois, à la zob, pour commencer... Vous imaginez qu'il y a un damier sur le sol, voilà, en fait. c'est ça, Et qu'il y a un vous carrelage. dessinez le damier. Et en fait ça vous aide ensuite à déjà, ça va matérialiser le sol. Ça vous aide à percevoir, ok, le sol il est comme ça, et si j'avais décidé de faire une ligne de fuite, elle serait un peu par là. En fait, et sur pareil votre pour grille, votre grille, le plafond, ça dépend de votre angle de vue, mais déjà rien que faire ça au sol, ça le matérialise, et rien que dans la façon instinctive dont vous allez tracer votre grille, ça va vous donner vos points de fuite que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, mais ils sont là en fait, ils sont indiqués par l'angle que vous donnez à votre grille. Ils sont suggérés. Voilà. Et en fait, il n'y a pas vraiment besoin de plus. Franchement, ça fonctionne super bien. En plus, ça vous permet de tout de suite checker si vos personnages ils sont bien les pieds dans le sol, ou s'ils sont dans un fossé, ou s'ils sont en lévitation. Et ça aide quand même beaucoup. On connaît l'astuce de oups, j'ai dessiné mon personnage trop haut, alors je le mets sur un carton. Ça avait circulé, il y avait eu des mèmes sur internet, j'avais vu des cases de manga qui avaient été un petit peu moquées à ce sujet. Okay. Ne nous moquons pas de ça, c'est pas bien, c'est pas sympa. L'autre astuce que j'avais reçue quand j'étais une jeune professionnelle toute fringante et encore bien terrorisée par tout ça, c'était mon chef de l'époque, Big Up Jojo si tu nous écoutes, qui me l'avait donné, et ça m'a beaucoup aidé, j'y pense souvent, et c'est une erreur effectivement qu'on fait beaucoup quand on est débutant dans la matière, c'est d'avoir une ligne d'horizon qui est trop haute. Et du coup on voit beaucoup du sol, ce qui est pas forcément intéressant selon ce qu'on est en train de raconter, mais en fait c'est surtout que c'est pas très joli, c'est pas très dynamique. Alors que simplement la baisser, systématiquement la baisser un petit peu, la mettre plus près du bas de votre image que du milieu ou du haut, ça va vous donner des compositions plus sympas. Ouais, ça semble peut-être pas évident à admettre là comme ça, mais je vous invite à tester de dessiner 2 fois sommairement le même décor, une fois avec une ligne d'horizon là où vous la mettriez normalement, et une fois plus bas, et voir ce qui se passe. À voir ce que vous en pensez. Enfin... Moi, je sais où je me situe maintenant. Et justement, tu avais fait un petit tuto il y a quelques temps. Exact. J'avais fait une tuto il y a plusieurs années pour une copine qui justement cherchait à comprendre un petit peu la perspective. Et moi, je venais de comprendre toutes les choses un peu dont on a parlé là. Et en fait, je me suis rendu compte que ce tuto que j'ai fait un peu n'importe comment, et ben, je l'envoyais à pas mal de gens, finalement, parce que je récapitulais de façon très simple et très décontractée en fait, comment faire pour faire semblant d'avoir compris. Et je pense que du coup, je vais le poster sur... on vous fera un thread Twitter sur le Twitter de podcast. Avec mon vieux tuto. Le tuto d'IA. Parce que ce sera plus parlant quand même que tous nos blabla. Dès que vous aurez des images, je pense... Et puis surtout, c'est un tuto que j'avais fait dans le but de pas faire peur. Voilà. Donc il n'y a pas toutes ces images hyper compliquées avec des dessins extraordinairement détaillés où on les regarde et on se dit mais en fait je serais jamais capable de faire ça, et du coup on suit pas le tuto. Ouais. Donc à suivre sur le Twitter de podcast.
Ensuite, donc, vous avez bien sûr, on a évoqué les logiciels 3D, donc rapidement, donc vous pouvez télécharger Blender, qui est un logiciel open source, gratuit. Vous trouverez facilement des tutos, des ressources qui vous expliqueront comment l'utiliser. Donc les logiciels 3D, ça peut être un peu intimidant, mais honnêtement, moi je considère que ça vaut le coup. Après, moi j'aime bien ça, mais bon, ça peut quand même beaucoup vous aider. Ça vaut le coup, je pense, de vous investir un petit peu là-dedans, au moins mettre le nez dans les tutos, voir un petit peu. Vous avez SketchUp, donc on a parlé. Gratuit avec la bibliothèque. Voilà. Sachant que en 3D, vous avez un format universel qui s'appelle le .obj, que vous pouvez utiliser ouvrir normalement dans tous les logiciels. Donc les banques que vous trouvez, vous cherchez n'importe quoi, une diligence, vous tapez diligence au .obj dans Google ou autre moteur de recherche, vous trouverez, si vous trouvez cet objet-là en libre de droit, que vous le téléchargez, normalement vous pouvez l'ouvrir dans n'importe quel logiciel de 3D. Alors maintenant aussi dans CSP Clip Studio Paint, le nouveau Manga Studio, qui est une usine à gaz, il y a carrément des modèles 3D dedans, quoi. Il y a carrément des mannequins en 3D qu'on peut bouger, etc. Il y a des banques de décors, enfin il y a des outils perspectives. Bon, moi je l'utilise pas, mais j'ai beaucoup d'amis qui l'utilisent. J'ai beaucoup eu de retours à ce sujet aussi. Ça a l'air assez fou. Donc déjà si vous utilisez CSP, n'hésitez pas à jeter le nez là-dedans. Mais d'ailleurs, des guides de perspective, il y en a maintenant dans à peu près tous les logiciels de dessin. Rien que dans Photoshop, en fait, je me suis juste fait un fichier avec des lignes horizontales que j'ai tracé avec l'astuce que nous allons vous donner tout de suite. Et je l'utilise, je le transforme et ça me fait mes grilles de perspective en fait. Et donc c'est l'astuce l'astuce suivante, c'est pour tracer des verticales et des horizontales, vraiment verticales et vraiment horizontales, ce qui parle à mon esprit rigoureux. Quel que soit le logiciel que vous utilisez, il y a quand même de grandes chances pour que si vous utilisez la touche Maj en même temps que vous tracez, ou Shift, voilà, ça va contraindre horizontalement ou verticalement votre tracé. Dans pratiquement tous les logiciels, il y a ça. Donc c'est très utile à connaître. Et encore une fois, le CTRL-T, dont on ne saurait se passer, qui permet, par exemple, vous avez une façade de bâtiment, au lieu de la dessiner directement en perspective, vous la dessinez à plat, en utilisant justement les contraintes horizontales verticales pour que ce soit bien horizontal et vertical, en copiant-collant les fenêtres pour pas avoir à dessiner 36 fenêtres, et une fois que vous avez votre façade, un petit CTRL-T et bim, vous la mettez dans la perspective de votre case. Ça marche aussi pour les bibliothèques pleines de bouquins. Absolument. Donc voilà, encore une fois, ça c'est pour si vous travaillez numériquement. Si vous travaillez traditionnellement, nous n'avons que à vous proposer de pleurer des yeux. Malheureusement, je connais pas les astuces là. La seule astuce à laquelle je pense, je crois que c'est un trop gros investissement en termes d'énergie, ce serait de faire des maquettes et de prendre des photos dedans. Ouais. Mais franchement... bon. Si vous aimez faire des maquettes, après ça peut être hyper cool. Moi je dis, si tu fais une maquette pour faire une BD et que tu prends des photos de ta maquette, redessine pas tes dessins, utilise ta maquette directement. Parce que franchement, à ce niveau-là. Bon, ça vous fait déjà pas mal de grains à moudre pour vous y mettre. Et maintenant, quel piège éviter pour ne pas s'y mettre n'importe comment non plus? Alors, comme on disait à l'instant, si vous mettez votre ligne d'horizon pile au milieu de votre case, avec une perspective bien frontale, un point de fuite au milieu, vous avez tout faux. C'est pas que vous avez faux, c'est que vous avez des chances que ce soit pas très joli. En fait, il doit y avoir très peu de cas où c'est adapté à ce que vous êtes en train de faire. Ou alors le parti pris narratif doit être très fort. Ouais. Donc je pense à ce plan dans Shining qui se passe dans les toilettes, je crois, de l'hôtel, où on est complètement dans une perspective extrêmement frontale. Et c'est hyper marquant, justement, ce changement, parce que c'est le moment où il bascule un peu dans la folie. Et c'est intéressant aussi, voilà. Si jamais vous entendez des cliquetis, sachez que c'est le chien de Jack Frost. Voilà, c'est Nelly qui veut participer. Et donc, on est désolé avec pour ses petites griffes sur le plancher. Voilà. Mais elle repart. Et donc, dernier piège qu'on va vous recommander d'éviter. Il n'y en a pas trop parce que c'est déjà compliqué la perspective, donc on va pas non plus vous mettre trop la pression. Donc c'est ce qu'on disait, on a déjà évoqué, mais effectivement quand vous allez faire de la perspective, vous allez avoir besoin d'orthogonale, de verticale, d'horizontale et de traits droits souvent. Mais on vous recommande d'éviter de garder ça dans votre rendu final. C'est-à-dire si vous avez fait votre croquis, qu'il est bien droit, etc., faites votre clean plutôt à main levée. Évitez d'utiliser vraiment des traits droits ou des règles. Ça donnera... votre dessin sera un petit peu plus vivant en fait. Ça évitera justement de donner ce côté un peu trop... aseptisé comme voilà. Donc plutôt main levée sur décor à la règle, ça, en général ça donne des bons résultats. Aussi on a quand même un dernier
Ah Pas oui, exactement un tout à piège, fait. mais un conseil. Dernier conseil, ouais. Ouais, c'est éviter le trop orthogonal ou le trop frontal ou le trop à plat avec votre ligne d'horizon bien horizontale. En fait, n'hésitez pas à la pencher un peu pour avoir Ouais. des plans plus dynamiques. Bon, évidemment, il faut que... Faut que ce soit adapté à ce que vous racontez, Voilà. mais tout de suite, penchez un tout petit peu votre image. Généralement, ça donne des compos vachement plus sympas. Ouais, ça dynamise de ouf. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert extrêmement récemment. Et je peux vous dire que je l'ai un peu mauvaise de ne l'avoir découvert que extrêmement récemment. Parce que tout de suite, ça coûte pas cher et c'est hyper efficace. Il y a besoin d'aucun savoir supplémentaire, juste de penser à incliner au début. Ouais. Donc on vous recommande le plan penché. Oui. Voilà. Ouf. Bon, en conclusion... Est-ce que vous êtes toujours là? On vous a pas tué. Oui, parce que si vous n'êtes pas là, c'est pas la peine que je fasse la conclusion. Fais-la quand même pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ok, bon, vous avez été sage, vous avez droit à la conclusion. Bon, donc les décors, c'est une étape qui peut être effrayante. Effectivement, on avait beaucoup de choses à dire dessus. Mais il y a quand même... Votre peur est légitime. Oui, mais il y a quand même moyen, à force de pratiquer, de trouver des astuces, de trouver des raccourcis pour que ça aille plus vite, et surtout que ça aille plus vite selon votre style, parce que possiblement, les choses que vous éluderez, ce sera des choses que d'autres personnes vont garder, parce que ça vous correspondra plus, etc. Encore une fois, il n'y a pas d'absolu. Voilà, il n'y a que pas des d'absolu. cas particuliers. Mais du coup, pour trouver toutes ces astuces, il faut que vous vous lanciez, il faut que vous pratiquiez, parce que sinon vous ne le saurez jamais. Qu'est-ce que vous devez faire pour gagner du temps sur vos décors? À vous de le découvrir. Voilà, c'était l'épisode de podcast le plus utile. Du coup, on va, comme à notre habitude, vous recommander une lecture. Donc, pour cet épisode, on vous recommande Plume de Mai Wen. Mai Wen est une autrice que je connais depuis très longtemps. J'apprécie beaucoup le travail. J'ai même fait une bande dessinée avec elle d'ailleurs. On a collaboré, on a fait un petit one-shot il y a quelques années. Et donc, Plume, c'est son nouveau webcomic. Elle en a déjà fait pas mal. Elle a de la bouteille. Et donc ça raconte l'histoire des plumes, voilà, justement, qui sont des petits êtres un petit peu féeriques, un petit peu des petits elfes, lilliputiens en gros, qui vivent aux côtés d'oiseaux dans la nature. Et donc c'est un petit peu l'histoire de... Comment dire, ça raconte un peu qu'est-ce que c'est d'être une plume, d'être dans la nature qui est un environnement quand même très hostile. Ça parle d'amitié aussi, parce que le personnage principal, donc Huppé, il va essayer de se lier d'amitié avec les autres plumes, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Et donc c'est magnifique. Les planches, elles sont à l'aquarelle, elles vous fracturent les deux yeux à chaque fois. Donc c'est en cours. Donc on vous met le lien sur Webtoon, Webtoon de FR, voilà. Et on vous recommande chaudement cette lecture. Mai Wen est vraiment une super artiste qui mérite beaucoup plus de reconnaissance et d'audience. Très bien, ça a l'air... C'est top, franchement, moi j'aime beaucoup, c'est un projet que je suis depuis très très longtemps, je l'ai connu bien avant qu'elle le lance, etc. J'aime énormément, donc vraiment je vous recommande d'aller le lire. On sent ton enthousiasme. Ouais. Eh bien merci pour cette petite recommandation. Et le prochain épisode alors, donc on a fini ce podcast, donc maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Dieu seul sait quand elle va venir aussi, parce que c'était compliqué ces derniers temps. Hein. J'espère qu'on vous a pas trop manqué, mais on est toujours là, Ouais, on est toujours là, on sait ce qu'on veut faire ensuite, hein. On a prévu notre... Ouais, c'est pas fini. Vous entendrez encore parler de nous. Donc le prochain épisode de podcast portera sur hiatus, self-care et art block, des sujets qu'on connaît assez bien. Pour les pratiquer. Pour les pratiquer. Pour les avoir pratiqués, voilà. Voilà, et on sait que ça concerne aussi beaucoup de monde. Ouais. Donc on parlera de tout ça. Restez à l'écoute. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. On espère que ça vous a plu et à très bientôt. À bientôt.